François Patrice est un acteur français qui a commencé sa carrière en 1946 et qui fut en son temps partagé entre les planches des théâtres, les plateaux de tournage et le parquet des boîtes de nuit qu'il a créées. Sauvage, m'avait fait mal. François Patrice, c'était la classe. C'était le monsieur de la nuit. Et puis il y avait un sens du partage, parce qu'on ne savait jamais où on allait manger ou dormir, mais on savait qu'on trouverait toujours à manger et à dormir. C'était un monsieur extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. J'avais 10 ans quand il est mort, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et mon adolescence a été très très mauvaise. D'abord parce que ma mère ne s'occupait pas de nous, de mon frère Bernard et de moi. Et parce que je sentais que rien n'allait entre elle et moi. C'était l'époque où je voulais être comédien. C'est quelque chose qui m'a pris en première, en deuxième et en première. Quand il s'agissait en classe de dire des auteurs comme Corneille, comme Molière, comme Racine, le professeur me demandait toujours de réciter et moi je disais je ne récite pas, je joue. Ma mère détestait ce milieu-là, bien sûr, ne voulait pas du tout m'aider et j'ai quitté la maison. J'ai quitté la rue Faraday, nous habitions au Terne, et je me suis trouvé chez mon professeur de diction, Maurice Lagrenet, qui était un ex de la Comédie Française, qui m'a hébergé. Je n'ai pas revu ma mère pendant des années. Elle a été très mauvaise pour moi. C'était mon adolescence. Il y a eu l'occupation. Ça a été des moments très difficiles avec mon frère, parce que lui était en âge de STO, du service de travail obligatoire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il avait quitté évidemment la maison familiale et il s'est réfugié dans le maquis, au loin, près dans le sud, et j'ai été le rejoindre. Moi, je n'avais pas l'âge. J'avais 16-17 ans, mais j'ai été le rejoindre le temps que 1944 arrive, quoi, le temps de la victoire de M. de Gaulle, du général. Et j'ai continué pendant ce temps-là tout le côté travail, théâtre. Et grâce au cours Fradin où je disais des textes, j'étais en classe de grec, une idée de ma mère. Ça nous embêtait complètement. Et il y avait un ami qui était lui aussi en classe de grec. Nous étions 3 en classe de grec. Et cet ami, il avait 1,80 m quand moi j'avais 1,40 m. C'était un garçon dont le père était directeur du théâtre des Bouffes parisiens. Et ça m'avait donné l'idée de lui demander si je ne pouvais pas être reçu par son père. Claude Wilmetz, pour ne pas le nommer, m'a fait un rendez-vous avec son père Albert Wilmetz, directeur des Bouffes, qui m'a reçu très gentiment, qui m'a dit « Est-ce que vous avez déjà joué ?» Je lui ai dit « Non, pas encore, j'ai fait le conservatoire et puis je prends des cours chez Simon. » Il me dit bah, « Revenez me voir dans un an, mon vieux, parce que là c'est trop tôt, vous n'avez rien fait, alors dans un an. » J'étais un peu déçu, évidemment. J'ai dit bon, monsieur le directeur, etc. Et je continue à être au cours Simon. Et une année après avoir fait des tournées avec mon professeur Maurice Lagrenet, des tournées en province, je suis au cours Simon. Je vais passer une audition au cours Simon. Et à ce moment-là, René Simon m'interrompt et me dit « Patrice, c'est pas la peine de passer, vous jouez ce soir au Bouffes. » Car j'avais été engagé comme doublure de François Perrier dans les J3, vous voyez.
C'est Wilmetz, toujours, qui m'avait dit « J'ai rien pour vous, mais si vous voulez, il y a une doublure à prendre. C'est le rôle principal, c'est François Perrier. » Et François Perrier, que j'aimais bien, a eu la scarlatine. Et grâce à ça, j'ai pu jouer le premier rôle au Bouffe Parisien, alors que j'avais à peine 20 ans. Et ça a été le début merveilleux de ma vie d'acteur, de ma vie de comédien. La pièce s'appelait Les J3. C'était l'histoire des jeunes pendant l'occupation. Ils avaient des cartes de pain, d'alimentation, etc. Ça s'appelait Les J3. Et j'étais très ennuyé parce que le metteur en scène voulait que je joue Perrier. J'ai dit, je ne peux pas jouer Perrier. Il a trop d'humour, il a trop de comique. Moi, je suis un romantique. Et je me suis presque fâché avec le metteur en scène. Et c'est Albert Wilmetz qui a dit au metteur en scène, foutez-lui la paix, il jouera comme il le sent. Et j'étais donc dans la loge de Perrier, quand je vois arriver et mon cher Albert Wilmetz et Roger Ferdinand, l'auteur. Ils sont en train de s'engueuler. Roger Ferdinand, l'auteur, dit « On n'a qu'à arrêter, on a qu'à arrêter, il va foutre la pièce en l'air, ce garçon, je ne connais pas, il est trop jeune pour ça. » Et Albert Wilmetz dit « Dites donc, c'est moi le directeur de théâtre, foutez-moi la paix, il jouera ce soir, je l'ai engagé pour ça. » Et moi j'étais tremblant, j'étais comme ça en train de me maquiller. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? Continue à te maquiller, tu joues le soir. » Et je suis rentré sur scène, poussé par Albert Wilmetz, qui en général n'était jamais en coulisses, il n'avait pas besoin d'être en coulisses, tellement j'avais le trac que je suis rentré. Et quand je suis rentré, après que le régisseur ait fait une annonce, si vous voulez être remboursé, François Perrier étant malade, la caissière vous attend, je suis rentré en scène avec des sifflets, parce que je n'étais pas Perrier. Et ces sifflets m'ont aidé à casser mon tract, et j'ai pu jouer tout le rôle, un rôle très important, jusqu'à la fin de la pièce, grâce à ces sifflets qui m'ont donné un coup de fouet. Comment ça se passait pendant l'occupation, quand vous étiez au théâtre, et quels étaient les rapports avec l'occupant, justement? Oh, très peu, il n'y avait pas de rapport. On avait le droit de... Tous les théâtres étaient ouverts, jouaient tous les soirs. C'était plein? Et c'était plein, ça marchait très bien. Les gens sortaient, se distrayaient au théâtre. Ouais. Ils rentraient en métro d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de taxi, bien sûr, il n'y avait pas de voiture particulière, sauf pour ceux qui étaient très bien avec le gouvernement allemand, mais ce n'était pas le cas des Bouffes Parisiens où je jouais. Et on avait des Ausweis pour rentrer, au cas où il y aurait une patrouille qui nous aurait interpellés, surtout que je n'avais pas l'âge légal de jouer, et donc c'était plutôt embêtant. Mais le théâtre marchait très bien, les pièces se déroulaient guichet fermé, et notamment ceux de Sacha Guitry qui était le roi. Il a été, à la fin de l'occupation, il a été emprisonné par les résistants. Sous quel prétexte, je ne sais pas trop, parce qu'il ne s'occupait pas du tout ni de la guerre, ni des Allemands, il s'occupait surtout de ses pièces et de son théâtre. Oui, il n'était pas particulièrement politisé. Non, pas du tout, mais il a tout de même été emprisonné, il a été à Fresnes pendant des mois, et il ne sortait pas, et c'est Alain Decaux, qui était un jeune historien à l'époque, qui aimait beaucoup Sacha Guitry, qui l'a fait sortir. Ah, oui. Et quand il est sorti, Alain Decaux avait eu l'idée de faire une petite pièce en un acte qui s'appelait Sacha Guitry en l'an 2000. C'était un collège, c'était une classe d'enfants, de jeunes gens plutôt, et chacun parlait de Sacha Guitry, interrogé par le professeur. Et Alain Decaux m'avait demandé de jouer un des personnages, et j'étais le cancre, le mauvais élève de la classe. Et quand venait mon tour d'être interrogé par le professeur, je disais « Oh, Sacha Guitry, c'est un classique !» Ce qui voulait dire que ça n'intéressait plus personne. Et quand Guitry est arrivé, sorti de Fresnes, un peu difficile, blanc, marchant difficilement, il a écouté la pièce. Et la pièce, c'était les jeunes élèves qui disaient « Sacha Guitry est merveilleux, Sacha Guitry extraordinaire, etc. » Et mon moment est arrivé, et moi j'ai fait ce que Alain Decaux avait écrit, Sacha Guitry c'est un classique. Et après, nous avons tous été présentés à Sacha Guitry qui nous a chacun serré la main, et quand mon tour est arrivé, il m'a regardé bien dans les yeux et il m'a dit « Vous serez un bon comédien ». Et des années plus tard, candidat d'une pièce qu'il allait jouer,
il m'a reconnu, il m'a dit « Ah, c'est vous le cancre ». Je crois que tout le théâtre a sauté, si vous voulez, le côté politique et le côté militaire de l'occupant. Et c'était bien ou mal, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que nous étions. Ma mère, qui avait appris que je jouais au Théâtre des Bouffes parisiens, sans son consentement bien entendu, à ce moment-là, la majorité était à 21 ans, j'en avais 17-18, a été voir Albert Wilmetz, le directeur, et il lui a dit « Monsieur, si vous ne me donnez pas les cachets de mon fils, je vous fais un procès, vous n'avez pas le droit de l'engager. » Et Albert Wilmetz a été obligé de lui donner mes cachets, ce qui fait que j'avais plus rien pour vivre. Heureusement, je faisais de la figuration au cinéma. Sinon, elle espérait que grâce à ça, je rentrerais à la maison. Et je ne suis jamais rentré chez elle. Jamais. Tous les films, tous les sujets de films étaient visés, étaient autorisés par la Continentale, qui était un organisme allemand, nazi bien sûr, dirigé par un grand monsieur qui connaissait bien le cinéma et qui avait l'accord ou pas, suivant le scénario, suivant les acteurs. Il y avait des acteurs qui étaient interdits, il y avait des acteurs comme Le Vigan qui était très pro-nazi qui tournait. Et il y avait à côté de la Continentale, il y avait des petits studios qui tournaient des films un peu presque en cachette, et c'était très peu d'argent, c'était peut-être, je parle en francs, c'était peut-être 5-6 francs par jour de tournage, ouais. Où on n'avait rien à faire qu'être figurant, j'étais figurant, mais ça me suffisait quand même pour manger un petit peu. Et à la Libération, bien sûr, tout ça s'est étatisé et on a pu tourner comme on voulait. Et quand j'ai commencé, moi, avec Pierre Freinet, c'était juste après, à la Libération. Mais c'est arrivé d'une façon très banale pour un comédien. Un soir, Albert Wilmetz me dit, pendant que je jouais, que je remplaçais François Perrier, fais attention ce soir, en plaisantant, il m'a dit ça, il y a Pierre Freinet dans la salle. Allez, Pierre Freinet, c'était une grande vedette à l'époque, pour moi c'était mon Dieu. Il est devenu mon parrain d'ailleurs après cette anecdote que je vais vous conter. Il y a Pierre Freinet, je sais qu'il va tourner un film, je demande à Albert Wilmetz de me procurer un rendez-vous, après bien entendu que Pierre Freinet ait vu la pièce, Pierre Freinet l'accepte, je vais au théâtre de la Michaudière, où il dirigeait la Michaudière avec Yvonne Printemps, son épouse de l'époque, qu'il avait pris à Sacha Guitry. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pas la mienne. Et je suis donc convoqué à un rendez-vous vers 3h de l'après-midi, 15h, au théâtre de la Michaudière. J'arrive en coulisses, il y a des petits couloirs comme ça, des loges, et j'entends une voix terrible, celle de Pierre Freinet, qui crie... Toutes les pièces étaient entendues de ce cri. Vous m'emmerdez, madame, laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Et il était en train de s'engueuler avec Yvonne Printemps qui était dans une loge. Bon, n'en parlons pas, je fais comme si je n'entendais rien. Et Pierre Freinet me reçoit. Il me dit, mon cher monsieur, cher jeune homme plutôt, je vais tourner un film, Albert Wilmetz vous l'a dit. Il y a un rôle qui pourrait très bien vous convenir. Mais malheureusement, il est déjà engagé par le metteur en scène Henri Decoing. Il s'appelle, ce jeune acteur, Jacques Dinam. Jacques Dinam, c'était un très bon ami à moi. J'ai dit, bah oui, monsieur Freinet, tant pis, etc. Mais il dit, allez voir quand même Decoing, faites connaissance avec lui de ma part. Il m'a reçu d'une façon charmante, très sèche, très, très propre, mais sans bavure, comme ça. Je vais voir Henri Decoing, qui était un merveilleux metteur en scène de l'époque, mari de Daniel Darieux, à qui il avait beaucoup tourné, qui me dit la même chose. Il me dit désolé Patrice, mais le rôle est pris. Je ne sais pas même pourquoi Pierre Freinet vous a dit de me voir. Il est pris. Bon. Et puis il ajoute il y a évidemment peut-être une chance pour vous, c'est qu'il y a le service militaire et Jacques Dinam doit le faire. Je ne sais pas comment il va se débrouiller, téléphonez-moi. Je téléphone 15 jours après,
Decoing me prend à l'appareil, il me dit « Vous avez de la chance, il est parti au service et vous avez le rôle ». Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier rôle, avec Pierre Freinet et Fernand Ledoux, qui étaient les vedettes du film, avec une jeune actrice qui s'appelait André Clément. Et c'est comme ça que j'ai tourné pour la première fois un bout de rôle au cinéma. Et Pierre Freinet est devenu mon parrain, mais parrain officiel de mon métier d'acteur. Voilà comment j'ai débuté au cinéma. Le metteur en scène que j'ai préféré dans ma vie, parce qu'il m'a beaucoup aidé, puisqu'il m'a fait faire mon premier film, c'est Henri Decoing. Il était très vivant, il était très brillant, il était très plein d'humour, et il m'a fait tourner beaucoup, et je l'ai beaucoup aimé. Il m'appelle pour me dire « Patrice, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu ». Je dis « Oui, c'est vrai, Henri, il y a longtemps, mais enfin, chacun vit sa vie ». Il me dit « Je suis en train de préparer un film qui s'appelle Razzia sur la Schnouf, et j'ai un rôle pour vous. » Un rôle, oh, je suis ravi, je suis très content, je dis « Ah bon ?» Il me dit « C'est un rôle un petit peu délicat, je ne sais pas si vous allez l'accepter, c'est un voyou un peu homo. » Un peu homo, je lui dis, moi je suis pas. Il me dit, oui, il est sur les bords, comme ça, un petit peu, et je pense que vous pourriez bien le faire parce que vous ne l'êtes pas du tout homo. Je le sais, je connais vos conquêtes. Alors, je lui dis, bon. Nous en parlerons plus tard. Bon, Henri, c'était des années plus tard que je l'avais connu. Et j'ai accepté parce qu'il y avait Jean Gabin. Et quand j'ai lu le scénario, je n'avais que des scènes avec Jean. Sauvage. M'avait fait mal. Le regard de Jean, vous pouviez dire tout de lui et de vous, de votre rôle. C'était fantastique. Et il me prend comme ça pour me faire avouer quelque chose. Et moi, dans mon texte, il y avait « Oh, mais vous m'avez fait mal !» Et oh, j'aime pas ça !» Et donc, j'ai joué, il m'a dit, la scène finie, il se met dans un coin avec Henri pour parler de la scène, puis je vois que Decoing, Henri, rigole, et que Jean Gabin est comme ça. Et je vais vers eux, je dis, ça va pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il me dit, non, dit Henri, ne vous inquiétez pas, il vous prend pour un homo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quand je voyais Gabin après Razzia sur la Schnouf, au Fouquet's, qui était son endroit avec Michel Audiard et quelques-uns de ses amis, il me demandait toujours comment ça va. Il paraît que tu fais plus de cinéma, de théâtre. Il était très soucieux de savoir comment on vivait en dehors du plateau. J'ai tourné avec beaucoup de grandes vedettes à l'époque, Paul Meurice, Simone Signoret. Ils avaient des rapports un peu difficiles avec les plus jeunes, sauf Meurice. Paul était très près. Et il me disait, la caméra c'est toi, joue avec la caméra, t'occupe pas du reste. C'était un film de Maurice Tourneur qui s'appelait L'Impasse des Deux Anges, où les deux grandes vedettes étaient Paul Meurice et Simone Signoret, et deux jeunes acteurs, Daniel Delorme et moi. On avait chacun des rôles qui représentaient Simone Signoret et Paul Meurice à leur jeunesse. Moi j'étais Paul Meurice jeune et Daniel était Simone Signoret. Donc on avait des scènes avec, moi j'avais surtout des scènes avec Paul, mais avec Simone, eh bien elle était très attentive à ce que ça se passe bien avec les jeunes que nous étions. Tous les deux étaient... Moi j'ai mieux aimé Paul parce qu'il avait un côté plus copain. Mais il y avait une différence qu'il n'y a plus, je crois, maintenant, entre les jeunes et les moins jeunes qui sont grandes vedettes. Mais ça ne nous gênait pas, nous étions entre nous, on s'en foutait un petit peu, vous voyez, on avait nos manières à nous de vivre, et les grandes vedettes, on les voyait sur le plateau et puis on les oubliait, quoi. Et les vedettes femmes, que des bons souvenirs, des bons souvenirs, aucun problème pendant le tournage. La seule officielle dont je peux parler est tout à fait d'accord avec moi, nous avons eu une très belle aventure, c'est Françoise Arnault, mais qui n'était pas encore une grande vedette. Et moi j'étais un peu plus vedette qu'elle lorsque nous nous sommes connus, c'est-à-dire que j'avais tourné un peu plus qu'elle, quoi, vous voyez.
François Patrice, on peut le dire aujourd'hui, vous avez été un grand séducteur. Oui, non, n'exagérons rien. Vous avez quand même tenu les plus belles femmes de Paris dans vos bras. Non. Enfin, c'est ce que on m'a laissé entendre. Non, faut pas exagérer. Mais bien entendu, j'ai beaucoup aimé l'amour, j'ai aimé les femmes et j'ai trompé souvent. Mais pour moi, c'était pas tromper, c'était un passage comme ça. Car j'étais avec des femmes pendant des années, les unes après les autres, 3 ou 4, hein, pas plus, mais je les trompais tout le temps. Mais je les aimais quand même. On a parlé de théâtre et beaucoup de cinéma. Ben, figurez-vous qu'à un moment donné, je n'avais plus de contrat, je n'avais plus rien. Eh bien, mon agent Jacques Vigier, je lui ai posé la question, je dis que je tourne tout le temps, j'ai l'escadron blanc, tout ça, le grand rendez-vous, l'impasse des 2 anges, enfin je tournais beaucoup. Et soudain, plus rien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Jacques Vigier, mon impresario, mon coach, on appelle ça comme ça maintenant. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait une ambiance cinématographique qui existait à l'époque, qui s'appelait la Nouvelle École, qui s'appelait Truffaut, qui s'appelait Romer, qui s'appelait Chabrol, la Nouvelle Vague, les Cahiers du cinéma. Et ces gens-là, ces grands metteurs en scène, eh bien, figurez-vous qu'ils étaient entre eux. Et ils prenaient surtout des garçons, des filles, qui n'avaient rien fait. Et je me suis trouvé sans rien. Et comme j'ai dépensé tout l'argent que j'avais gagné, j'étais très embêté. Et j'étais à Megève, chez des amis intimes, qui s'appelaient François Villiers, qui était le frère de Jean-Pierre Romand, et de Jean Villiers, sa femme. J'étais invité par eux dans un chalet, avec l'ami de moi que j'avais à l'époque. Et j'étais sans rien, je ne comprenais plus rien, je ne tournais plus. La Nouvelle Vague était là. Bon. Et à côté de nous, il y avait un chalet où il y avait un couple de gens très sympathiques. Et Jean Villiers, la femme de Villiers, avait fait connaissance avec eux. Bref, ils avaient parlé entre eux. Et je rentrais à Paris et le couple en question, Albert et Ronjean, pour ne pas le nommer, me prend en voiture et me ramène à Paris. Et pendant le voyage, me dit, alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je dis, je fais rien. Il me dit, écoutez Patrice, j'ai une idée. Nous montons avec quelques amis un club, restaurant, discothèque, rue Bayard, en face RTL. Si vous voulez, il y a une petite cave, on a envie de l'animer. Vous voulez venir là, vous occuper de cette cave? Je dis, mais j'y connais rien, je ne sais pas ce que c'est que la nuit. Moi, je travaillais beaucoup, je sortais très peu. Il insiste. Grâce à Gilles Villiers qui lui en avait parlé, qu'il est au chômage, il n'a plus rien à faire. Il n'y avait pas de chômage à l'époque, il n'y avait rien. Et je rentre dans cette histoire et je m'occupe de la petite cave du fameux, ça s'appelait le Club de la Tortue. Au premier étage, il y avait un restaurant formidable et cette petite cave minable où je fais venir les quelques amis que j'avais. Vadim est arrivé, Christian Marquand est arrivé, ils m'ont amené Brando. Ils m'ont amené Yul Brynner, qui parlait très bien français, Victoire égérie de chez Dior, grande vedette chez Dior. Bref, ça a marché, et ça m'a plu. La nuit m'a plu. Maurice René était là, François Sagan était là, Annabelle était là. Je leur laissais même la clé à 5h du matin, parce qu'ils faisaient parler entre eux, et je leur disais, moi je vais me coucher, vous fermerez la petite boîte. Bref, c'est comme ça que ça a commencé ma vie nocturne. Par le hasard et par le fait que je travaillais plus, que j'avais plus rien à faire au cinéma. La Tortue, c'était pas moi, hein, bien entendu, j'étais jeune directeur employé. Et puis, je me suis lassé un peu de ça, et j'ai eu envie, comme ça marchait bien, de créer mon propre club. Et c'est comme ça que le premier Saint-Hilaire, François-Patrice Saint-Hilaire, a eu lieu en 61, rue de Pontieux. Une ancienne boîte que j'avais transformée, une ancienne boîte un peu pour filles, qui s'appelait le Carols, que j'avais transformée en Saint-Hilaire. Voilà comment a débuté ma carrière, entre guillemets, de nocturne. J'ai eu en 20 ans quelques 15 Saint-Hilaire dans le monde, et notamment à Saint-Tropez, à Beyrouth, à New York, à Sainte-Maxime, à Cannes, etc.
et je me promenais de club en club. J'avais des équipes très fortes que je ne considérais pas comme des employés. Je disais, vous êtes mes collaborateurs. Vous avez autant de chances que moi de travailler la nuit de cette manière-là. Donc faites très attention à tout ce qui est client. Et nous étions très sévères à l'époque à l'entrée. C'est ça qui était très important à cette époque-là. Castel, que j'ai adoré, qui avait lui aussi créé un club, nous étions très fermés. C'est-à-dire qu'il y avait une carte de membre et sinon vous ne rentriez pas. Un soir, ma portière, qui était très sévère, descend dans la salle et me dit « Monsieur Patrice, il y a des gens à l'entrée qui m'énervent, ils disent qu'il y a un roi avec eux. Alors moi, les rois, s'il n'y a pas de carte de membre, ça ne m'intéresse pas. » Et je dis un roi, je monte, et il y avait tout un aréopage autour d'un petit monsieur, et qui me dit, chef de cabinet de ce monsieur, Sa Majesté le roi Hussein de Jordanie, est-ce qu'il peut rentrer? Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du roi Hussein. J'ai été reçu chez lui en Jordanie, etc. C'est vous dire que nous étions fermés, car la portière, roi ou pas roi, il n'y avait pas de carte. Mais pour lui, j'ai fait une exception. J'ai aimé la nuit, j'ai aimé rentrer à 7h du matin. Claude François, Johnny, qui dansait merveilleusement bien, Jean Marais, qui essayait de tout danser, mais qui ne savait pas non plus. François Patrice, mon merveilleux copain des années d'insouciance, est devenu l'ami de toute ma vie. Il est le témoin de jolis souvenirs, de moments de bonheur, d'une époque joyeuse, et aujourd'hui, il soutient mon combat. Merci d'être toi. Tu es le meilleur en nous faisant oublier le pire. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, à l'époque, c'était la reine, quoi. Et j'avais un Saint-Hilaire que je créais à Sainte-Maxime, et bien entendu, j'avais envie qu'elle soit là à l'ouverture. Et elle me dit, Patrice, c'est très gentil, mais j'ai horreur des premières, j'ai horreur des photos, déjà elle en avait marre des photographes et des paparazzi, je viendrai plus tard. Le Saint-Hilaire de la mer donnait effectivement sur la mer, il y avait une jetée où les bateaux pouvaient arriver. Et je vois Brigitte qui arrive. Je suis fou de joie, évidemment. Elle me fait « Ah oui, j'ai vu que vous étiez pas bien, vous étiez déçu que je ne vienne pas. Alors je viens, mais juste un quart d'heure, hein. Après je m'en vais. » Oh Brigitte, merci. Puis elle est restée toute la nuit, elle est partie à 6h du matin. Voilà comment j'ai connu Brigitte Bardot et comment nous sommes devenus amis. Ben oui, voilà, je vous présente Nico, qui vient de la Fondation Bardot, où il était en pension en attendant qu'on vienne lui dire bonjour et qu'on vienne passer un moment avec lui. Et ça fait 5 ans déjà que nous sommes ensemble, tous les deux, et que nous nous aimons d'une façon formidable. Il me suit partout, il est tout le temps avec moi, il n'y a rien à faire, il faut qu'il soit avec moi. C'est un peu comme Michel Drucker, en fait, avec son chien. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, nous en parlons quelquefois avec Michel, qui adore les chiens, qui est tout le temps sur son canapé. Moi, partout où je vais, la voiture, tout ça, il est tout le temps avec moi, il ne me quitte pas. Un petit retour en arrière par rapport à l'époque de Saint-Germain-des-Prés, puisque vous étiez encore tout jeune homme. J'avais quelques 20 ans. Voilà, vous aviez 20 ans. Et oui. À 20 ans, voilà, il y avait toute cette génération de gens comme Boris Vian, comme... voilà. Bien sûr. Nous étions en admiration devant ces gens-là. Il y avait le jazz que l'armée américaine avait. Quincy Jones, Ray Charles, tous ces gens-là venaient à Saint-Germain-des-Prés, et nous étions un peu timides parce que nous avions, Daniel Gélin et moi, on était très amis à l'époque. On avait même loué une chambre d'hôtel rue Saint-Benoît où l'un et l'autre passaient des moments agréables avec des jeunes filles agréables. Et Saint-Germain-des-Prés, c'était pour nous... il y avait une espèce d'insouciance comme ça, totale. Il y avait beaucoup de... Je dirais pas d'insouciance, il y avait beaucoup de curiosité intellectuelle. Parce que c'était mené par Sartre et par Simone de Beauvoir, notamment. Et Michel Déon, qui était un ami à moi intime, qui m'a préfacé d'ailleurs mon premier livre. Nous étions des jeunes un peu timides, mais
qui essayait de suivre ce chemin de Saint-Germain-des-Prés où la fantaisie, la culture, le sans-gêne existaient grâce à ces aînés. Et plus tard, dans mes Saint-Hilaire, j'ai retrouvé certains de ces dames et messieurs, notamment Quincy Jones, qui était très ami avec Eddie Barclay, qui était mon ami, qui était tous les soirs chez moi, qui m'a beaucoup aidé à mes débuts en amenant beaucoup de monde, car il ne sortait jamais qu'avec 15 ou 20 personnes, sinon il ne sortait pas. Henri Salvador était là, tous ces gens-là sont venus au Saint-Hilaire. Ah oui, Gainsbourg, oui, oh, je l'ai bien connu, il venait pratiquement tous les soirs chez moi. Il s'installe et il est de mauvaise humeur et il regarde la piste en bas de son canapé. Il voit des gens danser le slow. Et il me fait « Oh, le slow, quelle merde le slow, tu peux pas mettre autre chose ?» Je dis « Écoute, Serge, le slow c'est formidable, quoi. Tu vois, la piste est pleine. Oui, mais c'est des slow, c'est de la merde. » Et puis il me dit « Tu verras, moi je t'amènerai quelque chose qui n'est pas des slow et qui est quand même un slow. » Je dis « Ça y est, il déménage complètement. Jen ne dit pas un mot, elle est là comme ça. » Et quelques jours après, il arrive. Il me montre un petit 45 tours, et il me dit « Tiens, écoute ça, quand tu seras chez toi, tu verras. » Et j'écoute une musique qui est un peu un slow, mais qui est très envoûtante, écrite par M. Gainsbourg et mise en scène par lui, musicalement. Le gars, derrière la fille, la prenant par le bras comme ça, collé au dos de la fille. Ça s'appelait la décadence. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était quand même un peu tangent, vous voyez, c'était presque faire l'amour. J'en parle à Philips, qui me disent, mais c'est formidable, on marche avec toi, si Serge est d'accord, on lance la danse. Et on a lancé la danse, et on a un succès fou. Et tout le monde est sur la piste. J'ai même une photo de moi avec Jen. La décadence, c'était Gainsbourg, vous voyez, c'était de la folie, c'était du talent, c'était de la création, voilà. Il s'est assis, accompagné par Michel Audiard, parce qu'il ne serait jamais venu dans une boîte à la mode comme étaient les miennes. Il est resté une demi-heure. Il a dansé une valse parce que j'avais demandé à mon disc-jockey de mettre une valse, personne ne va la danser. Et lui, j'ai dit, mets-la. Je savais qu'il adorait la valse, il a dansé avec sa femme la valse. Et puis j'ai été le voir pour lui dire au revoir quand il est parti. Il m'a bien regardé dans les yeux, il m'a fait, je t'ai vu tourner dans ta boîte là, tu fais toujours du cinoche. Voilà Jean et mes rapports avec lui. C'est grâce un petit peu à la nuit que j'ai recommencé à tourner, parce qu'il y avait un garçon charmant qui venait tous les soirs chez moi, qui s'appelait Sergio Gobi. Et puis grâce à Robert Hossein aussi, qui m'a fait tourner, qui venait tous les soirs chez moi, qui parlait tout le temps très fort, qui ne dansait jamais, parce qu'il ne sait pas danser, mais il sait parler. Bon. Salut Sergio. Ravi de te retrouver. Moi aussi. Finalement, on ne s'est jamais quitté. Oui. Parce qu'on se voit on se voit pas pendant 5-6 ans, on se retrouve, c'est comme avant. C'est une des qualités que j'ai toujours trouvées en lui, dès le début. C'est qu'il est très attentif aux autres, et quand il donne son amitié, c'est pour toujours. On a eu des opportunités de travailler ensemble. C'est juste. Notamment dans un film qui s'appelait Blondie. Ouais, justement. Avec Rod Taylor et Bibi Anderson. Ouais. Et comment ça s'est passé sur le tournage? Vous auriez des petites anecdotes? Il faut peut-être lui demander à lui, parce que moi, quand je tourne, je suis tellement concentré sur mon travail que j'oublie. J'ai une faculté d'oublier chaque jour le travail que je fais. Ah oui. Et ça a toujours été comme ça. Mais je me rappelle qu'on était à Vienne ensemble et que c'était toujours un plaisir de travailler avec lui. Moi, c'était un grand plaisir. Je prenais l'avion à 8h du matin parce que j'étais au Saint-Hilaire dans mes clubs. Voilà. Je me couchais à 2h, je prenais l'avion à 7-8h. J'arrivais à Vienne, prêt à tourner à 9h. Voilà. Donc il ne dormait pas. Je ne pouvais pas dormir, oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez tourné aussi avec Robert Hossein.
Avec Robert. Vous avez fait 3 films avec lui. Je fais 3 films comme réalisateur, mais je fais en tout, je crois, on a dû faire 7 ou 8 films comme producteur. Je veux dire. Entre réalisateur et producteur. C'est un vieux copain, hein, Robert aussi. Donc, en fait, Patrice, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Robert? Ah, écoute, au moins 30 ans. Ça me fait tellement plaisir. Non mais attends, je peux pas croire que c'est toi. Mais oui, c'est moi, merde. Tellement Qu'est-ce que ça tu veux me que je te rappelle dise? des souvenirs. Ben, et moi C'est donc. pas vrai. Et moi donc. Tu sauras que le satilaire et puis les yeux cernés. Non, mais... Tu as lu un peu mon bouquin? Mais évidemment, je te remercie, même, il m'en a mis trop. Mais non, j'en ai pas mis assez, non, au contraire. Le regard de François n'est pas un regard de convention, c'est quelqu'un qui vous regarde avec amitié, avec essayant de comprendre comment vous êtes, à quel moment qui vous regarde, savoir si tout va bien. Et ça, c'est bien, c'est important. Bon, si tu savais, je suis plus âgé. Non, c'est moi qui suis plus âgé que toi. Ah bon? Je sais ton âge et J'ai 88 ans. Moi, 92. Fabuleux, dites donc, ça se Respect. voit pas. Ah non, bon, alors, ça c'est mon se fils, voit pas. Mais c'est pas ça, je suis avec François Patrice, écoute. Et au départ, je me disais, ah, non mais tu peux pas savoir, tu sais l'âge qu'il a. 92 ans. Il est en face de moi, impeccable et tout ça. Bon, il a au moins l'honnêteté des cheveux blancs. Oui. Moi, je faisais les trois, hein, Régine, Castel et chez lui. Mais François Patrice, c'était la classe. C'était le monsieur de la nuit, vraiment. Et bien avant de devenir un ami, c'était une personne extrêmement courtoise, toujours attentif aux autres. C'est une de ses grandes qualités, être attentif aux autres. Et après, on est devenu amis, bon, c'est autre chose. Et tout le monde était habillé, même les jeunes, ils avaient une cravate. Hein. Oui, allez. Johnny Hallyday, il avait une cravate quand il venait chez moi, et Sardou et tout. Et c'est toi qui faisais les discours. T'as jamais dansé, je t'ai jamais vu danser. Non, mais j'ai peut-être dit pas mal de conneries. Ah, ça, je me souviens plus si tu disais des conneries, mais tu parlais. Ah mince. Les pauvres ne sont plus là, plus présents, mais tu vois, quand je vous vois et je te vois, je suis pris d'une espèce de nostalgie. Parce qu'on ne possédait rien, mais on possédait beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Puis alors après, mais je suis venu, j'ai traîné chez toi des années. Non? Oui. T'as pas traîné, t'étais très bien, t'étais très à l'aise. Moi, j'étais heureux chez toi. Et je suis ravi après d'avoir fait ce film avec toi, parce que tu y étais. Ben, moi, j'étais très étonné que tu me proposes ça, parce que je faisais plus de cinéma, personne ne m'en parlait. Et quand tu me l'as proposé, j'y croyais pas. Mais si, puis en plus, ça a été bien, parce que c'est un film qui a pas mal marché. Oui, je me souviens. Avec la Madame Morgan. Je tournais plus à l'époque, tu vois, et que tu aies eu l'idée de me proposer un beau rôle, d'ailleurs, avec Morgan, avec Michel. Ouais, avec Michel et Marie-France. Et Marie-France, et toi et moi. Que de souvenirs, mais le souvenir que j'ai, c'est quand on allait chez toi, et ce qui est prodigieux, c'est toutes les personnes qu'on rencontrait dans la journée. Il y avait un mélange. On était... Tout le monde... assumait tout le monde. Aujourd'hui, on ne sait plus où on est. Oui, c'est vrai. Moi maintenant, je voudrais sauver la planète, alors ça va être dur. Ah, mais c'est une belle ambition. Oui, c'est une belle ambition. Oui, je reviens d'Italie pour ça. Qu'est-ce que je plaisante, mais je dis que il faut absolument se mettre au service d'autre chose que de soi-même. Et à l'époque, c'était le partage existait à Saint-Germain. Tout à fait. Tous ceux qui étaient perdus se réfugiaient à Saint-Germain. Que de souvenirs on a eu. Tout à fait. Et puis il y avait un sens du partage, parce que on savait jamais où on allait manger ou dormir, mais on savait qu'on trouverait toujours à manger et à dormir. Tout à fait. Voilà. Oui, tu naviguais de chambre en chambre à ce moment-là, toi. Le sens du partage. Mais je veux dire que c'était quelque chose qui me remplit de nostalgie. Oui, moi aussi. Et
quand tu vas à Saint-Germain aujourd'hui, hop, on revoit Tout revient à la figure. Ouais. Oui. Tu te souviens pas, mais le jour où tu as décidé de partir à Reims, Oui. tu l'as dit au club, et on était tous là, Castello, bon d'Alban, et il dit, moi c'est fini, je fous le camp. Tout le monde t'a regardé en disant, bon, il est un peu bourré, il dit n'importe quoi, je pars faire une école à Reims. Il dit, à Reims? Oui, à Reims, parfaitement. Oui. Et personne n'y croyait. Et j'y suis allé, j'y suis resté 8 ans. 8 ans à Reims. T'as pris une décision comme ça, fantastique ça. En toute chose, il faut considérer la fin. Merci Robert. Merci Robert de nous avoir accueillis. Moi, je suis très touché que vous soyez venu. Ah bah non, Et que tu m'aies rendu un petit hommage dans ton livre. Voilà. je suis ravi que mon livre t'ait plu. On m'a parlé d'un sport de balle où vous étiez quand même assez... Oui, vous avez été dans l'équipe de France. Oui, j'ai eu cette chance-là. Et nous avons été au Racing Volleyeur, équipe de volley. Et figurez-vous que d'équipe de volley, nous sommes devenus équipe de France. Et nous avons joué, nous avons fait des championnats, nous avons gagné, nous avons perdu. Et moi, j'ai joué, alors que j'étais que passeur. Maintenant, ils sont tous matcheurs au volleyball. Les 6 de l'équipe se matchent. À mon époque, il y avait 3 passeurs et 3 smatchers. Et le capitaine, à qui je faisais des bonnes passes, il lui a dit qu'il avait un caractère épouvantable, il était très emmerdant, il ne supportait que moi, et moi je le supportais très mal. Mais grâce à lui, j'ai été effectivement au haut niveau. Non, mais il était important de le rappeler, parce que je sais que vous avez quand même l'esprit de compétition. Oui, c'est toujours quelque chose qui vous a animé toute votre vie. Vous avez raison. Justement, qui peut-être vous a permis de pouvoir faire cette belle carrière que vous avez faite. Justement, vous êtes passé du volley au tennis, par quel... Le hasard de la vie. Chemin? Oui, le hasard de la vie, par des copains qui jouaient... Jean Giraud jouait avant moi au tennis, beaucoup. Michel Auclair jouait au tennis. Voilà. Et alors un jour ils m'ont dit pourquoi tu viendrais pas avec nous. Je dis mais j'ai jamais tenu une raquette de ma vie. Je dis mais j'étais sportif quand même grâce au volleyball dont on parlait tout à l'heure. Et le tennis m'a passionné. Je dois dire que m'a passionné et ça m'a fait du bien, je crois, parce que bon, acteur, homme de nuit, il faut aussi faire attention à sa santé. Comme je buvais beaucoup sans jamais être bourré. Je dansais pas mal, sans jamais très bien danser. J'avais besoin de sport et le tennis a été pour moi un enchantement. M'a libéré de tout mon cerveau, de tout ce que je connaissais, qu'il n'y avait que la balle à mettre derrière. Vous connaissez ça, il faut gagner un set. Michel Drucker, il joue bien au tennis. Je pensais qu'il faisait que du vélo, mais... Non, il joue aussi au tennis et il fait aussi de l'avion, mais ça, de l'hélico. Mais il joue au tennis, j'ai fait des parties avec lui dans le Midi, à Saint-Paul-de-Vence, où j'étais, chacun de son côté bien sûr, et il jouait pas mal au tennis, mais je crois qu'il a abandonné, il a plus le temps peut-être. Alors que vous avez continué? Oui, j'ai pas arrêté. J'avoue que j'ai pas arrêté, sauf ces derniers temps où j'étais un peu fatigué. Mais c'est quoi votre secret, François Patrice, alors pour avoir une forme à votre âge aussi extraordinaire Je sais pas. D'où ça vient? Je sais pas, peut-être de mon père, qui était un monsieur très brillant, très vivant, très près des autres. Peut-être qu'il m'a laissé ça quand il est parti. Pour moi, c'est dans ma tête, dans ma vie, c'est lui. Votre mot préféré? Demain. Et le mot que vous détestez? Il y en a un que je n'ai jamais aimé, c'est le copinage. J'aime pas le côté copinage comme ça, sans rien derrière, sans quelque chose d'approfondi, quelque chose de vrai.
Quelle serait votre drogue favorite? Été, hein, on va dire, parce que les femmes. J'ai toujours aimé les femmes, j'ai toujours aimé soit leur compagnie, soit plus. Mais j'ai adoré les femmes. Le son, le bruit que vous aimez? Hélas, je n'aime plus beaucoup le bruit de la mer. J'ai beaucoup été à la mer, j'ai beaucoup aimé la mer. Au Liban, il y avait des plages merveilleuses, par exemple. Après, j'ai aimé Cannes, j'ai aimé Saint-Tropez, mais j'aimais surtout le bruit de la mer lorsque je m'endormais. Le blasphème ou le gros mot favori, si vous en avez un? Oh oui, j'en ai un, bien sûr. C'est pas un blasphème, c'est un gros mot. Oui. Il me fait chier. Et j'en ai connu quelques-uns. Et un homme ou une femme politique pour illustrer un nouveau billet de banque, pour vous, ça serait qui? Oh là, moi j'aurais dit Napoléon, mais il n'est plus là. Mais ça pourrait être parmi vos amis, enfin les gens que vous avez connus. Ah, qui pourrait illustrer un billet? N'importe. C'est pas facile à trouver. Qui serait mort ou qui serait vivant? Peu importe. Maurice René. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire, François Patrice? Banquier, je ne sais pas ce que c'est que l'argent, j'ai jamais su très bien ce que c'était. Et les qualités que vous préférez chez les êtres humains? Oh, il y en a une, c'est toujours la même, la sincérité. Alors, la plante ou l'arbre dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oh ben oui, je vais vous dire une bêtise, mais c'est la vérité, un cèdre du Liban. Bonne réponse. Évidemment. Ils sont beaux les cèdres du Liban. Vous aimeriez être qui? Aimeriez Être qui? Oh, je ne veux pas être prétentieux, j'aurais aimé être un grand acteur, comme Gabin, comme Freinet, vous voyez, comme Michel Simon, avec qui j'ai tourné. Ils ont été mes modèles. Ils ont été mes modèles, voilà. Mais j'ai été que François Patrice, quoi. François Patrice, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Je suis né catholique, mais je ne suis pas très pratiquant, alors ça m'est difficile de répondre à Dieu, mais je lui dirais encore. Bah, écoutez, je pense que sur ce mot d'espoir, on peut finir cet entretien qui a été très enrichissant, et c'est un plaisir de converser avec vous. Merci, vous m'avez rendu bavard, car je ne le suis pas tellement, de moins en moins d'ailleurs, mais grâce à vous j'ai bavardé sur le chemin de ma vie, et je vous en remercie.